Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Aujourd'hui, je t'accueille dans mon type d'épisode préféré, celui pour lequel tu as besoin d'un papier et d'un crayon, parce que c'est un épisode pratico-pratique pour faire le point sur ton apprentissage, tes blocages, pour repartir dans cette incroyable aventure qui est celle de l'apprentissage des langues avec les bons outils, un sac à dos plus léger, une direction et surtout un plan tout tracé confortable et sécurisant. Si tu as du temps devant toi, je te conseille d'aller d'abord écouter l'épisode du 29 mai dernier dont le titre était « Fais le point sur tes langues avec la méthode d'audit de l'INSEE qui peut t'inspirer ». Parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est faire le point ensemble sur tes langues. Et ça, c'est important, surtout quand on est bloqué. On va regarder quelle est la cause du blocage pour pouvoir l'identifier, mettre des mots dessus et donc trouver des solutions adaptées. Et c'est assez simple en fait. La seule erreur, ça serait de rester bloqué trop longtemps. Et là, présentement, on va faire avec la méthode Coco, avec ma propre méthode donc, et pas celle de l'INSEE. Alors, dans l'épisode du 29 mai, d'ailleurs, je ne te livre même pas la méthode de l'INSEE au complet en tant que telle, avec ton papier et ton crayon, parce que elle le fait dans ses propres accompagnements. Ça s'appellerait du vol de propriété intellectuelle. Non, je te transmets avec ces mots à elle, qui sont des mots en anglais, et l'importance de faire régulièrement un bilan et ce qu'elle nous raconte sur le moment et la manière d'auditer ces langues. En tout cas, on y raconte pourquoi c'est une étape cruciale de notre apprentissage, une étape ou plutôt des jalons réguliers qui devront se répéter souvent parce qu'on aura toujours à se réadapter, à réajuster nos supports et nos manières de faire, à adapter la formulation de nos objectifs, etc. Alors sors ton papier et ton plus joli stylo. Enfin, joli. Clairement pas la qualité la plus importante, on va dire le stylo qui a la meilleure glisse sur le papier parmi ta collection. Moi j'aime mieux les stylos à encre gel qui ont une bille là et qui glissent hyper bien. Donc choisis ton meilleur stylo pour répondre aux questions qu'on va se poser ensemble pour que tu identifies tes blocages éventuels, en tout cas en toute certitude tes points d'amélioration, pour faire du reste de l'année une occasion de triomphe. Si tu as suivi la méthode de planification que je t'ai proposée dans l'épisode 41 qui s'appelle cet épisode « Bâtis ton plan d'apprentissage des langues pour 2024 », c'est cool. Tu as l'occasion de faire ton bilan du semestre ou trimestre ou ton premier bilan tout court, peu importe à quel moment tu as décidé de faire ta planification de langue. Si tu fais partie des heureux détenteurs ou heureuses détentrices du Polyglot Booster qui est notre kit pour justement nouer ou renouer avec les langues et mettre en place depuis chez soi toutes les habitudes, techniques, méthodes pour apprendre les langues, planifier, choisir ses activités et ressources, etc. Tu as déjà ton weekly planner pour faire ton bilan hebdomadaire. Mais aujourd'hui, reste attentif parce que j'ai de quoi t'accompagner pour le plus gros bilan, celui qu'on fait quand ça va pas trop, quand ça va pas du tout même, ou alors quand on a besoin de faire un gros bilan semestriel pour mettre bien tout à plat. Et la première question va sembler très anodine. Comment je me sens ? Et c'est pas du tout une étape à prendre à la légère. Il va falloir nommer l'émotion et la nommer en fonction de chacune des langues. Parce que je peux être stressée avec mon espagnol, détendue avec mon anglais et énervée envers mon japonais pour donner des exemples complètement aléatoires. Comment je me sens vis-à-vis de cette langue en particulier? Et pourquoi je me sens comme ça? C'est important d'aller creuser ce qui se cache derrière l'émotion parce que, ok, l'émotion est un superbe indicateur, mais plusieurs causes peuvent générer la même émotion et on ne leur appliquera pas le même traitement. Un exemple tout simple de cette situation avec le stress. Je t'ai dit, je peux être stressée avec mon espagnol. Alors, qu'est-ce qui me stresse avec cet espagnol? Si, par exemple, je dois passer un examen dans 2 mois, un examen de langue, s'entend, dans 2 mois alors que je ne me sens pas prête, ou si, par exemple, je dois faire des prises de parole en public, deuxième cas, ou troisième cas, si je dois écouter mes contenus tôt le matin dans les transports alors que j'ai des matinées chaotiques avec toute la famille à gérer avant de commencer le travail. Dans chacune de ces 3 situations, je ne prendrai pas les mêmes décisions.
Si c'est à cause de cet examen, soit je peux ou même je dois repousser la date et m'inscrire à une session ultérieure, soit je sais que reporter la date ne changera rien, ou tout simplement que je ne peux pas le faire, alors je me prévois plus de temps pour réviser et me sentir mieux, ou je prévois des temps de détente dans ma semaine, et où je prévois des temps de détente dans ma semaine. Des bons bains, des moments de lecture tranquille, tout ce qui peut te détendre, de la marche. Si je vois que ce qui me stresse, c'est la prise de parole en public, je trouve un moyen de commencer la prise de parole en public devant un public beaucoup plus restreint. Si j'ai une réunion organisée devant 300 personnes, je trouve le moyen de parler devant 2, puis 5, puis 10, etc., etc. Voire, je me fais accompagner. Et d'ailleurs, on a un super épisode sur la préparation des présentations orales qu'on a fait avec Jean-Yves Ponce, et je t'invite vivement à l'écouter aussi, et je le mettrai également en description. Si en revanche, je remarque que c'est l'organisation familiale qui entre en collision, si je puis dire, avec le timing que j'ai choisi pour mes sessions de langue, je saurai que je dois trouver un autre moment que le matin pour étudier. Ou bien le midi, ou bien le soir, ou pendant mes pauses. C'est là une question de planification dans ma journée qui va être à adapter. Mais pas que, le stress peut aussi venir, non pas du moment de la journée, mais de la durée de la session. Parfois, j'ai eu des élèves qui planifiaient des séances de travail beaucoup trop courtes par rapport à leur capacité de concentration. Ils s'étaient mis des séances de 25 minutes, mais en mettant déjà 10 minutes à se concentrer, ils devaient tout faire en un temps record, et donc tout un peu mal, et ça stresse. Il peut y avoir, tu le vois, des tas de raisons de ressentir une même émotion. Pareil pour la colère, pareil pour toutes les émotions que tu peux avoir dans l'apprentissage des langues, qui est un chemin ô combien émotionnel. Et comprendre le contexte, ça permet d'apporter la réponse adaptée. Si par exemple, j'identifie pas la cause de mon stress, je vais te donner des pistes. Ça peut être la consommation de café, ça c'est mon cas, le café me stresse. Ça peut être le manque de sommeil, ça peut être une alimentation déséquilibrée, et ça peut être autre chose, tu peux être stressé par ton travail et ça te répercute sur ton apprentissage des langues. Si je note un blocage émotionnel très fort qui nécessite un changement radical, c'est maintenant que je dois le remarquer. Là je dis je pour tu. Si là toi, ton bilan, tu remarques une émotion forte, c'est qu'il y a un changement à prendre maintenant. Enfin, un changement à amorcer plutôt qu'à prendre maintenant. Dans le cas où tu as des émotions très fortes pour une langue, tu as des choix qui sont adaptés à ce niveau d'émotion. Tu peux faire de l'hypnose par exemple, on en a récemment parlé avec l'épisode avec Pascal Dilly, mais tu as plein d'autres solutions. Tu peux prendre la décision de travailler avec un coach en neurosciences. On avait reçu Paola Natalucci qui est coach en neurolangue pour de l'anglais. C'est d'ailleurs un des épisodes les plus écoutés de la chaîne. C'est l'épisode numéro 55 et elle est parfaite pour des élèves stressés. Enfin, sa formation est parfaite quand on a du stress. Tu peux aussi faire le choix de travailler tes sessions de langue pendant de la marche en extérieur. Ça, c'est la démarche de Joanna Radomska qu'on a également reçue sur le podcast. Bref, tu as plusieurs choses qui peuvent te permettre de ramener de la détente. De la même manière, si tu remarques du découragement, tu auras des décisions à prendre, comme travailler en groupe, travailler avec des partenaires de langue, travailler dans une dynamique qui fasse en sorte que tu aies des relents de motivation réguliers, ou alors que tu puisses avoir ce côté accountability, je sais jamais trop comment on peut le traduire en français, mais comme tu dois faire quelque chose, tu vois, tu dois fournir pour quelqu'un parce que dans un groupe ou dans une dynamique de duo avec un partenaire de langue, tu es un peu engagé et donc ça te relance pour régulièrement travailler. Le découragement, ça peut aussi te dire que tu planifies à trop long terme ou que tu planifies de manière trop ambitieuse par rapport à ce que tu es capable de fournir. Bref, ton émotion, elle doit t'amener à faire des changements. Donc, mets sur pause, prends le temps d'une introspection profonde, honnête, tranquille. Comment je me sens? Est-ce que je sais pourquoi je me sens comme ça? Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant un état émotionnel qui ne se sent pas du tout, et 10, l'émotion est paralysante, où est-ce que je me situe? Au-delà de 6, je prends des mesures certaines, et je reste plus tout seul. Si mon découragement est trop fort, je reste plus tout seul. Si ma colère est trop forte, je ne reste pas avec cette colère. Parce qu'après, elle va se porter sur ma digestion, sur les autres personnes, sur mes relations, sur mon sommeil. Si j'ai une sorte de tristesse parce que je me sens nulle et incapable, au-delà de 6, je ne reste pas seule avec cette tristesse. Je vais en parler, mais je reste pas dans cette situation. Ça, c'est la première étape. Je prends en charge mon émotion ou je regarde les indications que me donnent mes émotions. Ensuite, on va bilanter véritablement. Si tu as déjà fait une planification il y a
1 mois, 3 mois ou 6 mois, tu vas nommer ton mois, ou ton trimestre ou ton semestre. Pour le résumer en un mot, si tu veux. Si je devais nommer mon mois passé ou mon trimestre passé, quel mot je choisirais? Et ça, tu peux le faire pour chacune de tes langues, dans ces langues. Je sais pas, tu peux dire mon trimestre d'espagnol a été chaotico. Mon trimestre d'anglais a été like super fan. Mon trimestre de japonais a été, je sais pas comment on dit, kusatsu. Pardon. Je prends pas du tout de cours de japonais, je fais pas de japonais, c'est la première fois que j'essaie de prononcer un mot pour le bien de cet épisode. Pardonne-moi si ça ça veut pas dire compliqué, mais le mot que j'essayais de dire c'est compliqué. Enfin, tu vois l'idée. C'est intéressant de poser un mot sur ce qui vient de se passer. Dans le cas où c'est positif, vous allez être content. Et dans le cas où c'est négatif, vous n'aurez pas envie de réutiliser le même mot à chaque fois. Tu n'auras pas envie de réutiliser le même mot à chaque fois. Et presque inconsciemment, ça va t'amener à bouger un peu le popotin pour ne pas dire 3 fois de suite, au bout de 3 trimestres, que le trimestre de japonais a été compliqué. Bon, maintenant qu'on a fait ce premier exercice de synthèse, qui est un intermédiaire entre mes émotions et ce qui va suivre, note ce que tu as fait de bien. On va essayer de diriger ton attention vers le positif. Déjà, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place qui marche? Note ça, toujours pour chaque langue séparément. Alors, des exemples qui me viennent là, pour mon espagnol, peut-être que j'ai manqué tous mes cours privés, que j'ai dû les annuler, mais c'est super, j'ai pas manqué de temps pour tenir mon journal et j'ai écrit en 1 mois sur mon application de Journaling Day One 4652 caractères et je sens que je progresse. Voilà, c'est des exemples que j'invente au fur et à mesure, mais commence par constater ce qui marche pour toi. Et ça peut être aussi simple que j'aime toujours autant la langue ou j'ai rencontré une nouvelle personne hispanophone avec qui je peux mettre en place un échange linguistique. Elle est vraiment hyper sympa, j'adore. Voilà. Qu'est-ce qui marche pour moi? Deuxième question, pour ton mois, trimestre ou semestre, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? J'ai réussi mon journaling, mais j'aurais besoin de plus pratiquer l'oral, ou je pourrais faire ceci ou cela. Prends le temps de répondre tranquillement pour chaque langue. Troisième question, qu'est-ce que je retiens comme leçon de ce mois, ou ce trimestre, ou ce semestre? D'autres exemples que je peux te donner, je retiens que ma leçon du matin de 7h à 7h30 avant que les enfants ne se lèvent, c'est pas possible parce qu'il y a des fois ils se lèvent plus tôt et que de toute façon j'avais pas le temps de préparer après leur petit déjeuner et que si je fais ça sur la route pendant le travail, j'ai pas vraiment le temps de le faire, puis j'ai pas le niveau de concentration adéquat et j'arrive au bureau en ayant déjà une sensation d'échec, ça me mine la journée ou en tout cas la matinée et je retiens que je dois planifier seulement à partir de 11h30 minimum, toutes mes sessions. Là, je t'invente un scénario, mais il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Mais on a tous des leçons à tirer chaque mois de ce qui vient de se passer. Ça peut être des leçons sur le type de ressources, sur le fait que peut-être on a mal formulé notre objectif, ou sur le fait que ceci ou cela qu'on croyait, en fait, c'est pas ça. Et après, ça peut être tirer une leçon, ça peut être hyper positif. Ça peut être juste. Au final, j'apprends plus vite que mes objectifs. J'ai intitulé cette leçon bloquée dans ton apprentissage, donc je pars du postulat que tu as des difficultés, mais tu peux tout à fait tirer des leçons ultra positives comme en fait j'ai plein d'énergie entre 6h30 et 8h, c'est le moment parfait pour moi pour étudier, vraiment c'est pile poil ce qu'il me faut, enfin voilà. Ensuite, maintenant qu'on a fait un premier bilan, on va dire à grosse maille, tu dois faire un point sur ton niveau. Un bilan qui ne fait pas le point sur son niveau serait pas un vrai bilan. Si, c'est un vrai bilan dans le cas des bilans hebdomadaires ou dans le cas de certains bilans mensuels où c'est pas obligatoire. Mais dans le cas de bilan trimestriel au minimum ou semestriel, tu dois pouvoir voir ton niveau. Il faut que tu puisses mesurer de manière le plus objective possible l'évolution de ton niveau. Je suis pas contre comment on appelle ça? Je suis pas contre l'autodiagnostic, mais il peut être biaisé. Il peut y avoir tellement de choses qui biaisent que l'autodiagnostic, surtout si t'es pas habitué à t'auto-diagnostiquer et à savoir exactement ce qui coince, mieux vaut avoir quelque chose qui te montre ton niveau. Tu sais, dans l'un de mes derniers épisodes qui s'appelle « Et si je devais recommencer tout de zéro, mon guide pour devenir polyglotte », je parle longuement des ressources témoins qui servent à évaluer son niveau. C'est quelque chose que je trouve très pratique parce que j'aime beaucoup et d'ailleurs je t'invite aussi à écouter cet épisode pour t'inspirer pour des planifications futures d'ailleurs. Bilanter ton niveau, ça te donne la possibilité de mesurer ton niveau. Donc il faut que préalablement à aujourd'hui, tu aies audité ton niveau. Il y a des tests de niveau en ligne et souvent ils sont incomplets. Il y a
que ça à faire. Mais tu peux aussi, je sais pas moi, si tu as un professeur privé, lui demander un feedback, un retour sur ton évolution. Certaines formations d'ailleurs, comme celle de Yasmine Le Cire, qu'on a aussi reçue dans le podcast, te permettent déjà en interne de passer des tests de niveau trimestriels. Donc ça, c'est incroyable la chance que tu as de pouvoir faire des tests de niveau régulièrement avec elle. C'est fantastique. Mais tu peux faire des annales d'examen via des livres que tu aurais achetés, tu peux, je le disais, t'auto-diagnostiquer. Mais pour ça, il te faut des supports tangibles pour le faire, comme les ressources témoins dont je te parlais, qui te permettent de mesurer où tu te situes par rapport à ces ressources, qui sont le témoin du niveau que tu souhaites avoir ou atteindre. En tout cas, le temps me manque pour revenir plus longuement sur ce sujet, parce que je ne vais pas le creuser à nouveau aujourd'hui, que j'ai déjà beaucoup de choses à te dire. Mais une chose à savoir, c'est qu'il faut que tu puisses suivre ton niveau. Et le suivre en fonction des 4 grandes zones, pourquoi zones, Coralie? 4 grands domaines de l'apprentissage des langues. Tu dois pouvoir suivre ton niveau en lecture ou compréhension écrite, ton niveau d'écoute ou de compréhension orale, ton niveau d'écriture ou de compréhension écrite, et ton niveau de prise de parole ou d'expression orale. Comme ça, tu pourras, en fonction de tes objectifs évidemment, compenser certains déséquilibres qui pourraient être observés pendant ce bilan et avancer plus sereinement. Autre chose qu'il faut regarder après l'évolution de ton niveau dans chacun de ces domaines, c'est où est-ce que tu te situes par rapport aux objectifs que tu as définis dans ta phase de planification. Avec des questions toutes bêtes comme comment est-ce que je me suis rapprochée de mes objectifs d'apprentissage ou comment je me suis rapprochée de mon objectif pour l'espagnol. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Si mon objectif c'est d'animer une réunion et que je remarque avec tel type de registre, blablabla, enfin un objectif beaucoup plus complet, et que je remarque qu'au final je me suis améliorée en lecture, mais pas dans les autres compétences et surtout pas en prise de parole, il y a un petit souci et je sais que je peux mettre le paquet sur la prise de parole. À partir de mes objectifs et des conclusions que je tire de ces premières constatations, de là où je me trouve par rapport à mes objectifs, je peux formuler de nouveaux objectifs pour le prochain semestre ou trimestre. Si mon objectif à l'année était d'animer une table ronde en anglais pour le séminaire de novembre qui a lieu précisément d'ailleurs le 8 novembre à Lisbonne, je suis en train d'inventer un séminaire, on est d'accord, et que depuis janvier, j'ai hyper bien progressé, mais que je sais qu'il me manque du vocabulaire spécifique dans tel domaine, dans le domaine de ma profession, et que j'ai peur de ne pas comprendre les questions qui me seront posées à la fin par le public, je mets le paquet sur la méthode d'acquisition de mots de vocabulaire, j'en choisis une qui soit particulièrement efficace, je mets aussi le paquet sur la compréhension orale, tout en continuant ce qui a marché et m'a permis d'être plus à l'aise à l'oral. Voilà. Encore quelque chose qui peut être long à faire. Déjà, tu as peut-être mis pause plusieurs fois, parce que là, il y a du taf aujourd'hui. Je te dis, c'est pas un petit bilan, c'est un gros bilan. Donc, je te laisse reformuler au minimum un objectif par langue. Un objectif qui vienne répondre à ton objectif principal que tu as déjà déterminé, soit avec l'épisode 41 en début d'année 2024, soit tes objectifs que tu avais déjà en tête. Si tu planifies ton mois, tu peux même découper tes objectifs par semaine. Ça peut à la fin donner, ce mois-ci je finis 4 chapitres de mon livre en néerlandais, donc cette semaine j'ai un chapitre de mon livre de néerlandais à faire par exemple. Si tu as des difficultés à formuler ton objectif, qui se traduit par une action concrète à faire, n'hésite pas à revenir dans ce cas-là à une étape préliminaire qui consiste à écrire sa vision ou ses intentions pour le trimestre. Donc tu peux fermer les yeux, te dire qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir. Il faut que tu vois, il y a un léger sourire qui se dessine sur ta bouche. Les commissures de tes lèvres, elles remontent un peu doucement. Ah ouais, ça me plairait bien. Sauf si on t'impose des objectifs, parce que parfois dans la vie, nous avons des objectifs imposés. Mais il y a toujours moyen de rendre ça fun. Donc une fois que tu es revenu avec cette intention, la question à te poser, ce sera comment j'atteins ça? Concrètement, ça se traduit comment? Donc là, j'essaie de faire un bilan one size fits all, un bilan qui pourrait convenir à la majorité des situations. C'est un peu comme un modèle, un template qu'il faudra personnaliser en fonction de vos conditions d'apprentissage. Une autre étape importante de ce bilan, c'est comment est-ce que mon environnement pourrait plus m'aider ou mieux m'aider à apprendre. Ça, c'est un gros morceau. Ça peut être tout simple, Est-ce que je peux préparer mes écouteurs à l'avance
et les charger parce qu'en fait, ils se déchargent tout le temps. Et du coup, le soir, je vais écouter mon TEDx, mais en fait, mes écouteurs sont déchargés. Est-ce que c'est de télécharger mes épisodes de podcast et de les mettre en mode hors ligne pour être sûr de pouvoir les écouter? Est-ce que c'est de mettre des discours sur une clé USB pour la voiture? Est-ce que c'est carrément de changer de partenaire de langue et de trouver quelqu'un pour faire un échange linguistique qui soit plus fiable et plus disponible? Est-ce que c'est dire à mon mari de garder les enfants une demi-heure de plus et de transmettre le mot qu'il ne faut pas déranger maman pour qu'elle fasse sa séance de manière concentrée? Est-ce que c'est faire mes repas du midi dans du tupperware et pas perdre 30 minutes par jour à faire un aller-retour à la boulangerie et gagner du temps à ma pause déj et donc pouvoir pointer plus tôt à la reprise à 13h30 et pouvoir partir 30 minutes plus tôt le soir? Voilà, en fait, je pourrais sortir des centaines de milliers d'exemples, mais se poser la question régulièrement de comment mon environnement peut participer à ce que j'apprenne plus facilement, ça change beaucoup de choses. Ça permet d'améliorer chaque fois un peu plus ces conditions d'apprentissage. Et c'est nos habitudes qui forgent qui nous sommes, qui créent la personne qu'on va devenir. Alors, en fait, les habitudes que tu as aujourd'hui, là, elles sont en train d'écrire qui tu seras demain. Donc, ton environnement, il y participe ou il peut, voilà, il faut faire en sorte que ton environnement physique et social et numérique soit le plus à même de supporter, de soutenir tes projets. Ensuite, il y a la question des ressources. Je vais passer un peu vite dessus parce que j'ai déjà fait un épisode qui s'appelle J'ai besoin d'aide pour trouver des ressources authentiques. La question des ressources, c'est la question à 1 million. Donc là, je te parle plus des ressources témoins qui te permettent de voir ton niveau, mais je parle des ressources que tu vas choisir pour ton premier trimestre. Je suis tellement dans l'optique que moins c'est mieux, qu'il faut moins de ressources parce que plein de ressources, c'est le meilleur moyen de s'éparpiller, en vérifiant que tes nouvelles sessions de langue ne se percutent pas. Donc tu vas définir ton plan hebdomadaire type et tu vas afficher ta semaine type. Tu vas pouvoir imprimer, mettre au mur. Tu vas pouvoir vérifier que ça fonctionne. Et ça va être la traduction de mes objectifs à la semaine, ça donne quoi. Et ensuite, tes sessions, tu vas les reporter dans ton agenda habituel. Tu sais, celui où tu notes tes rendez-vous chez le dentiste et tous les rendez-vous importants. C'est important que ce soit des rendez-vous qui aient une place sur ton agenda pour qu'ils ne soient pas manqués non plus. C'est quoi les ingrédients, Coralie, d'un plan hebdomadaire? Je vais trouver quoi comme session en fait? Bon, je vais te donner des idées parce que j'ai pas envie que tu sois là plus confus après mon épisode qu'avant. Donc, dans ta semaine type, tu vas avoir des sessions d'écoute active entre 4 à 6 fois par semaine, avec des sessions qui soient entre 15 minutes par jour et 2 heures par jour, en utilisant des vidéos, des podcasts, des séries, tout adapté à ton niveau. Tu vas avoir des sessions de lecture entre 2 et 6 jours par semaine, des sessions qui durent entre 10 minutes et 1 heure, en utilisant des blogs, des articles, des posts sur les réseaux sociaux, en utilisant ta liseuse ou des livres, en tout cas des supports adaptés à ton niveau. Tu vas avoir des sessions d'expression orale entre 2 et 6 jours par semaine, ou alors 7 jours sur 7 si tu es en totale immersion, avec des sessions qui dureront entre 25 minutes et 1h30 par jour. Et ça avec soit un tuteur en ligne ou en classe ou avec un partenaire de langue ou en dialogue avec toi-même ou en dialoguant avec ton animal de compagnie ou tes plantes ou en tenant un journal audio par exemple. Tu vas aussi avoir des sessions d'expression écrite entre 1 et 6 jours par semaine, entre 5 minutes et 1 heure par jour. Et ça, en tenant un journal, en faisant un défi d'écriture, en écrivant à son partenaire de langue, ou sur HelloTalk, ou Tandem, ou autre, ou en participant à des forums, ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. En tout cas, quand tu es dans des logiques d'expression, que ce soit pour l'expression orale ou l'expression écrite, c'est toujours mieux de pratiquer dans un cadre qui te permette de recevoir des retours et du feedback. Tu peux avoir aussi des sessions de vocabulaire entre 0 et 7 jours par semaine, entre 5 et 30 minutes par jour, avec des flashcards, des applications comme Anki ou des applications beaucoup plus, holistiques, on va dire, comme Speakly, qui est une application que j'aime beaucoup et avec laquelle j'ai aucun partenariat d'ailleurs. Tu peux aussi avoir un carnet de vocabulaire ou faire des jeux sur des post-it. Enfin voilà, il y a plein de manières d'être créatif au niveau des sessions de vocabulaire. Tu peux aussi faire des sessions de grammaire entre 0 et 4 jours par semaine, entre 25 minutes et 1 heure par jour, avec des exercices interactifs en ligne, ou des échanges bien sûr avec ton tuteur de langue, ou ton coach, ou ton prof, avec des cahiers d'exercices comme les cahiers d'exercices à 6000 ou des livres spécifiques.
Toutes les durées et nombres de jours par semaine sont adaptés à ton niveau et à tes objectifs, bien sûr. Et puis aussi, tu auras dans ta semaine une session de planification à la semaine ou une session de planification au mois. Bref, tu dois aussi mettre dans ton agenda ces sessions de planification, ces moments que tu passes, comme ce moment même là où tu m'écoutes, que tu peux faire avec ton calendrier habituel, un planeur spécifique, un journal de bord. Tu peux aussi faire plutôt de la planification ou du bilan avec ton tuteur en ligne ou ton coach, s'il l'inclut dans ses programmes. Tu sais, je te parlais de Paola Natalucci plus tôt, mais elle fait ses bilans dans son programme de coaching directement avec ses coachés, tu vois. Vient ensuite maintenant la notion de tracking, ce qu'on appelle aussi le suivi en français. Je te conseille de manière générale de traquer, donc de suivre, tu l'auras compris, de noter ton temps. Traquer, noter, suivre ton temps passé sur tes langues. Ton temps global et ton temps par domaine. Le temps passé à écouter, à lire, etc. Surtout si, comme moi, tu appliques la méthode naturelle et que tu passes beaucoup de temps à t'exposer à la langue avant de pratiquer la prise de parole parce que c'est un bon moyen de savoir si tu as choisi des supports adaptés à ton niveau et que tu t'exposes assez de temps par semaine pour progresser vraiment. Les bilans doivent pouvoir t'amener à analyser des données que tu dois pouvoir suivre. Donc soit tu utilises un logiciel adapté, soit tu notes sur un agenda. Il y a plein de manières de traquer. Je te laisse choisir celle qui te convient le mieux. Tu peux aussi traquer ton énergie dans la journée. Tu peux aussi traquer ton humeur au fil de ton cycle si tu es une femme. Tu choisis toutes les données qui sont, selon toi, pertinentes pour pouvoir analyser en fait durant tes bilans. Si tu fais un bilan où tu dis « mince, j'aurais voulu savoir ça pour pouvoir décider, trancher et analyser », tu sais que pendant ton prochain mois ou trimestre, tu suivras cette donnée-là et c'est tout. On arrive au bout de ce bilan qui aura, parce qu'on le fait bien, pu être relativement intense et qui te permet, je le souhaite profondément, de repartir à l'aventure avec des objectifs, une direction, des ressources pédagogiques et un plan hebdomadaire pour te permettre d'arriver à la réalisation de tes objectifs dans une période de temps que tu auras préalablement définie et en ayant la connaissance, ou en ayant choisi, plutôt que la connaissance, en choisir combien de temps par semaine tu consacrerais à ton apprentissage de chacune de tes langues, ou à chacun des domaines d'études de chaque langue, et enfin, qui te permettent de définir un environnement toujours plus propice pour t'aider à avancer facilement dans l'exécution de ton plan de langue. Et si tu as besoin d'un kit de démarrage pour un apprentissage en toute autonomie, tu as aussi notre Polyglotte Booster et dont tu retrouveras tous les détails en description. Normalement, à la fin d'un bilan qui se conclut par une replanification, on doit se sentir serein. Et si tu notes une pointe de stress persistante, si tu n'as aucun enthousiasme à faire ce que tu viens de projeter ou de planifier, c'est que mon cher ami, tu en as trop mis dans ton assiette, ou ma chère amie. Et mieux vaut en enlever et garder l'essentiel. C'est plus intéressant de progresser doucement mais sûrement que de s'arrêter brusquement et totalement et de perdre des acquis durement gagnés. Et je te parle en connaissance de cause. Et encore une fois, l'émotion est un formidable indicateur. À quel point est-ce que tu es excité de commencer ce nouveau planning hebdomadaire? Si t'es hyper heureux, yes, t'as bien planifié. Si c'est bof, Et si ce truc-là qui bloque, tu sais pas encore ce que c'est, je te donne des pistes. Ça peut être le choix de support qui te motive pas plus que ça. En fait, le livre que tu dois étudier, il te barbe. Ton bâton de sourcier, là, il doit t'amener à trouver l'enthousiasme parce que c'est ça le moteur de ton apprentissage des langues. Donc, fais un plan qui te donne la patate. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère. Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.